J'invite mes trois invités. Alors d'abord, Ronan Boulestex. Alors Ronan, je voudrais bien vous voyez parce qu'on est dans une table ronde et notamment, voilà, on est en public, mais franchement, comme je te connais depuis tellement longtemps, tu es responsable ressources humaines, tu es atteint d'une maladie de Crohn et tu es administrateur de l'AFA. Bienvenue Ronan. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite l'applaudir. J'invite Élodie Jacquet, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Bienvenue Élodie. Merci. Et puis Féreuse Aziza. Alors Féreuse Aziza, vous êtes chargée de mission assurance maladie à France Asso Santé, c'est ça, mais vous avez tellement de casquettes. Et je rappelle quand même que France Asso Santé... Je rappelle que France Asso Santé, c'est un collectif d'associations de patients et d'usagers du système de santé auquel nous appartenons et qui est une force aussi de représentation dans le champ de la santé et qui représente avec force les patients et les usagers. Alors, en fait, sur cette table ronde, on s'est demandé comment on allait attaquer le morceau du handicap invisible et on s'est dit que finalement, la première chose à faire, c'était d'interroger Ronan, qui, je me souviens, pour les premiers états généraux des malades de Mickey, je ne sais plus en quelle année c'était, 2007, ou 2009, avait déjà parlé notamment de cette question de l'invisibilité de la maladie. Et moi, je voulais bien que tu racontes à nouveau ton histoire, parce que toi, tu es atteint d'une maladie de Crohn, tu as été diagnostiqué quand tu étais très jeune. Tu avais quel âge ? Le diagnostic a été posé, je devais avoir 13 ans et demi. Donc après un parcours d'à peu près 1 an, désolé pour la voix, j'ai commencé à être malade, je devais avoir 12 ans et demi, 13 ans, j'avais de la fièvre le soir, j'avais des diarrhées importantes, j'allais aux toilettes une 40aine de fois par jour, y compris la nuit. J'ai été hospitalisé une première fois dans un hôpital pour enfants. Là, l'effet blouse blanche sur moi était hyper efficace. Je suis reparti au bout de 4 jours après des examens pas très agréables, mais soignés, plus de symptômes. Ils sont rapidement revenus et j'étais hospitalisé, c'était au mois de septembre, donc 6 mois après, où on m'avait déjà préalablement parlé d'autres maladies, parce que la maladie de Crohn, à l'époque, on n'en parlait pas. Pour resituer, c'était en 92-93, donc maladie de Crohn, jamais entendu parler. On m'avait plutôt parlé de leucémie, de brucellose, enfin des choses assez réjouissantes, mais pour moi qui étaient du coup un peu plus graves. Donc, ce qui fait que quand j'étais hospitalisé... La deuxième fois, et qu'on m'a dit que j'avais une maladie de Crohn, la première question que j'ai eue, et puis la seule question que j'ai eue, c'est est-ce que j'allais survivre. La gastro à l'époque m'a dit oui. Et à partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien, j'ai eu mon diagnostic, c'était bon. Donc je ne savais pas ce que c'était, il n'y avait pas Internet à l'époque pour pouvoir chercher. La gastro, je crois qu'à l'époque, m'avait laissé une petite plaquette de l'AFA, une association qui était à Paris, à la capitale, parce que j'étais en province, donc ça me paraissait tellement loin. Et surtout, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que la maladie, je ne l'avais pas choisie. Donc voilà, c'était mes premiers pas avec la maladie. Après, c'était de la cortisone. Donc c'est une maladie, je pense que je vous apprends rien, qui n'est pas forcément facile à évoquer avec ses proches, avec ses amis, etc. Donc ça m'a pas mal isolé. Le traitement à l'époque, c'était beaucoup de cortisone. Donc j'ai tout de suite pris dans les joues, j'ai pris beaucoup d'acné, etc. Donc c'était pas forcément non plus hyper valorisant et facile pour pouvoir... avoir un tissu social, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup isolé. Donc le gros avantage, encore une fois, je parle d'avantage aujourd'hui, c'est que la maladie de Crohn, personne ne la connaissait, donc je pouvais en dire ce que je voulais. Donc j'en disais le moins possible. Ça m'évitait de devoir dire que j'étais obligé d'aller aux toilettes, que j'avais une atteinte au niveau du sphincter, etc. Donc au moins comme ça me permet de passer sous silence tous ces aspects-là. Donc ça, c'est un côté hyper pratique. Alors, du coup, dans vos projets quotidiens, dans tes projets quotidiens et finalement dans tes projets tout court, qu'est-ce que ça a modifié à l'époque? Parce que je me souviens que quand tu en parlais... Tu as quel âge maintenant? J'ai pris 43 ans. Donc à l'époque, ouais, tu étais encore... tu étais un jeune homme et puis tu parlais justement de la question des projets, de ce que tu avais envisagé dans la vie et du coup du fardeau aussi, du quotidien avec la maladie, mais qui pourtant était un peu tu, quoi. Alors, j'avais pas prévu d'être malade, c'est sûr, mais j'avais surtout prévu d'être militaire. Et ma première expérience avec un médecin militaire, c'était de dire que j'étais inincorporable, donc avec un espèce de sigle qui s'appelle le CJCOP, et quand on a une maladie chronique, on est G5, donc c'est-à-dire au maximum. Moi, la référence que j'avais, c'était le P pour le psychique, donc quand on avait un problème psychique lourd, on était P4,
donc 4e niveau, mais alors moi j'étais carrément au 5e. C'était un peu compliqué. J'ai une scolarité qui était complètement normale puisque le Crohn était surtout présent le soir. Et quand j'étais sous haute dose de cortisone, du coup, ça m'empêchait de pas grand-chose. J'étais dans un lycée où on était peu nombreux en classe et puis quand je parlais pas trop, j'écoutais et ça me suffisait pour retenir. Donc je me débrouillais pas mal avec les notes sans trop bosser. Donc du coup, je suis allé jusqu'au bac assez facilement. Mais dès le bac, la question s'est posée de ce que j'allais faire. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais déjà 5 ans de Crohn derrière moi. Il y avait plein de choses que je n'ai pas pu faire à cause du Crohn. Et 18 ans à peu près quand je suis arrivé à la fac. Parce que à la fac, on n'est pas obligé de choisir. Enfin, à l'époque, on n'est pas obligé d'aller en cours, quelque chose qui est accessoirement aussi un argument quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai fait aussi ma crise d'adolescent. Donc j'ai rattrapé les 5 ans que je n'ai pas pu faire normalement. Donc j'ai fait ma fac à peu près normalement. Donc difficile de trouver une orientation. J'ai pris une orientation qui me permettait de ne pas trop me fermer de porte en me disant on verra demain et on verra ce qui se présente à moi. C'est à l'époque également où j'ai ressorti la plaquette de l'AFA. Je me suis dit on va peut-être aussi regarder ce qui se passe de ce côté-là, voir, pour pouvoir partager l'expérience, etc. Je suis arrivé dans un amphi, c'était à Paris, alors je ne sais plus sur quel moment. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde et je n'ai pas vu qui était malade en fait. C'était un premier choc. En fait, ça ne se voyait pas. On ne voyait pas qui était malade. Moi, j'ai l'impression que je le portais sur mon visage. J'allais voir que des gens comme moi avec des grosses joues, etc. Pas du tout. Donc là, c'était un des premiers chocs. Ce qui m'a permis, là, cette fois-ci, un peu plus de mûrir, parce que comme je le disais tout à l'heure, le Crohn, comme personne ne connaissait, je racontais ce que je voulais. L'inconvénient, c'est que du coup, le parcours d'acceptation, etc., il est moins à marche forcée, parce qu'en fait, on peut dissimuler les choses. L'avantage que j'ai eu sur le Crohn aussi, c'est que ça m'a permis, comme beaucoup de malades, de pouvoir aussi avoir des stratégies de contournement. Donc, l'endroit où je me déplaçais, la première chose que je captais, c'était les toilettes, pour avoir une porte de sortie au cas où. Enfin, voilà, donc tout était calé là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, pour vous, pour toi, cette invisibilité de la maladie, ça reste une force ou une faiblesse alors ? Aujourd'hui, moi j'ai 30 ans de recul, je fais un boulot qui me plaît, parce que j'ai réussi à trouver un plan B qui me convient complètement, donc moi aujourd'hui c'est facile pour moi de dire que c'est une force. Donc j'ai vécu l'invisibilité, l'inconnu de la maladie, etc., donc qui était hyper pratique, parce qu'aujourd'hui moi quand quelqu'un vient me voir et me dit que j'ai un Crohn, tout de suite je sais ce qu'il vit dans son quotidien, etc., donc effectivement il n'a plus besoin de me le dire, mais tout de suite c'est facile de mettre derrière des symptômes, de connaître la signification de la maladie. Moi à l'époque... Encore une fois, je racontais ce que je voulais, à qui je voulais, donc je n'étais pas forcément obligé de dissimuler, mais du coup, je parlais plutôt de fatigue, je parlais de douleur, etc. Mais tout l'aspect gastro, le truc qui n'est pas forcément reluisant, ça, je pouvais le mettre complètement de côté. Donc aujourd'hui, oui, je le vois plus comme une force, parce que ça m'a permis d'acquérir, comme je le disais, alors peut-être être parfois un peu plus malin sur certains aspects, d'avoir au moins la stratégie de contournement. Peut-être que l'inconvénient aussi, c'est que ça oblige aussi à un moment donné d'avoir une certaine dureté, de ne pas forcément être dans le partage, parce qu'on a longtemps été dans ce parcours tout seul avec la maladie. Aujourd'hui, je le vois avec mes proches, où c'est parfois pas forcément simple de dire quand ça ne va pas, parce que pour moi, c'est quelque chose de naturel aussi. Donc, moi, aujourd'hui, je le vis comme une force. Mon entourage, peut-être pas, je ne sais pas. Merci beaucoup, Ronan, de ce témoignage, réellement, parce que je trouve que ça met un vrai éclairage, en fait, sur une espèce de paradoxe, en fait. Et Élodie Jacquelet, comment on approche, en fait, cette notion de handicap invisible sans que ce soit complètement paradoxal, en fait. Comment vous voyez les choses, puisque vous êtes psychologue clinicienne ? Alors, je ne vois pas tout pour autant, mais je vais essayer de partager avec vous quelques pistes de réflexion, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a quelque chose là de très, très paradoxal et qui peut-être est voué à le rester, c'est une question. Alors, ce que je vous propose, c'est de réfléchir au paradoxe entre la définition officielle, alors que je ne vais pas vous citer parce que vous la connaissez, puis ma collègue en parlera, mais il y a, me semble-t-il, un décalage très important entre la manière dont on définit de façon académique le handicap
Et je pense, mais c'est une hypothèse que je vous soumets, donc la définition officielle est assez large, hein. Elle a beaucoup évolué, elle fait référence à des situations et à des déficiences, à des difficultés très diverses. Je pense en revanche que les mentalités, ou en tout cas que dans l'esprit du grand public, pour le dire vite, et en particulier des gens qui ne sont pas malades et qui ne sont pas confrontés au handicap, au sens large, c'est différent. Et en tout cas, c'est mon hypothèse. Je crois que les représentations associées au handicap, aujourd'hui, elles diffèrent encore beaucoup de cette définition officielle et qu'elles renvoient à ce que l'on voit, à ce qu'on remarque, à ce qui gêne, à ce qui dérange. Elles sont, je pense, encore du côté du visible. Voilà, je prenais, il n'y a pas longtemps, j'avais un livre pour enfants, un petit doc sur le handicap dans la main. Bon, c'était sur la couverture un enfant en fauteuil roulant. Donc il y a, à mon avis, un paradoxe intrinsèque à cette notion de handicap invisible, avec, je pense, plusieurs niveaux de paradoxe. Un premier niveau, alors là encore, ce sont des hypothèses, hein, des pistes de réflexion, du côté du sujet, de la personne malade, et puis vous le dites bien, hein, comme à la fois ça a pu peut-être rendre service, mais rendre aussi les choses plus difficiles dans ce parcours de maladie. Alors avec d'un côté la souffrance et le besoin de reconnaissance, d'une reconnaissance interpersonnelle, sociale de la maladie et du handicap qui est rendue difficile, voire impossible, parce que ça ne se voit pas. Je pense à des patients hein, qui disent mais c'est encore plus difficile quand on n'a pas de symptômes, on ne nous prend pas au sérieux, ça reste un combat, les gens ne nous voient pas comme des gens malades. Ou je pense, alors, et là aussi les situations sont très diverses, hein, je pense à des jeunes qui souffrent de maladies rhumatologiques très invalidantes, mais là aussi invisibles, et à qui, dans l'environnement scolaire, on renvoie qu'ils sont dilettants, qu'ils sont trop absents, sans du tout arriver, même, et c'est ça qui est aussi important et intéressant, même quand le corps enseignant, par exemple, a l'information objective et rationnelle qu'il existe une maladie. C'est là qu'il y a aussi un paradoxe quasi tangible hein, et palpable. Voilà, et en même temps, peut-être, même si c'est toujours, je crois vraiment propre à chacun, peut-être parfois un certain bénéfice psychique qui peut être tiré de cette invisibilité, notamment parce que ça évite une stigmatisation. Là où les personnes qui ont un handicap très visible nous disent souvent, bah, finalement, on ne voit que ça, et puis moi, on ne me voit pas. On ne voit pas qui je suis, on ne voit pas ce que je fais, on ne voit que mon handicap et ce que ça suscite. Donc on a peut-être deux aspirations qui sont en grande tension, avec d'un côté le risque d'être stigmatisé et de l'autre côté le risque que la maladie et le handicap qui existent bel et bien avec les difficultés et la souffrance que ça engendre soient complètement niés. Je crois aussi, pour terminer hein, très rapidement, que alors, cette fois du côté, j'allais dire, du grand public, en particulier des gens non malades, alors, je crois que la dimension culturelle hein, a son importance, et je pense que tout ça, c'est aussi en lien avec le rapport qu'a une société avec à la maladie, au handicap, à la vulnérabilité, à la mort. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cette dimension-là. Et puis, au niveau individuel, pour les personnes qui ne sont pas malades, qui ne connaissent pas le handicap, je crois qu'il y a quelque chose là de très contre-intuitif. Et ça nécessite un gros effort intellectuel et psychique de se représenter la maladie et de la faire exister quand ça n'est pas visible. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va au-delà de la mauvaise volonté, où il y a une vraie difficulté à faire exister ce qu'on ne voit pas. Hein, et c'est d'ailleurs une question plus large, hein, sans faire de pont ou de comparaison abusive. Voilà, comment est-ce qu'on compose et comment est-ce qu'on donne un statut, une existence à ce qu'on ne voit pas ? Alors, je vais un peu vite, mais je pense à la question écologique aussi. Hein. C'est un exemple qui peut nous aider à penser ces situations. Comment est-ce qu'on mesure le danger, le risque, tant qu'on n'est pas au pied du mur ou qu'on n'a pas de preuves tangibles, concrètes dans notre quotidien que les choses vont mal. Hein. Et puis, enfin, je crois que tout ça
touche à des questions qui sont très sensibles et qui peuvent être très dérangeantes, et que c'est parfois aussi bien pratique de ne pas voir et de continuer, que ce soit conscient ou que ça se passe de façon beaucoup moins consciente. Mais ça peut être tout à fait arrangeant psychiquement pour l'extérieur, disons, ma foi, de faire comme si ça n'existait pas, et puis de ne pas trop s'arrêter sur toutes ces questions qui peuvent être angoissantes pour tout un chacun. Voilà un petit peu les pistes que je voulais vous proposer. Et puis surtout, c'est cette idée que je crois que l'invisibilité se joue à plusieurs niveaux, alors de façon singulière à chaque fois, mais vraiment au niveau du sujet, enfin à l'intérieur, si je puis dire, de la personne malade elle-même, au niveau interpersonnel, entre les individus, malades, non malades, et puis, je crois, plus globalement, au niveau de la société. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer. Merci beaucoup. C'est clair, effectivement, qu'il y a plusieurs niveaux, finalement, d'interprétation de cette invisibilité. Mais, bon, il y a ce mot handicap, quand même, qui est relativement, effectivement, au regard des représentations des individus, et reste relativement stigmatisant. Mais cette notion de handicap, en fait, elle a changé depuis la loi 2005. Ferreuse, vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça a changé. Et puis, partons justement de l'étymologie du mot, parce que je trouve ça intéressant quand on en parlait. Ce que vous m'expliquiez était intéressant au niveau du mot handicap lui-même, et puis ensuite de comment la notion a évolué. Une notion, bon, elle est très stigmatisante, à quelque chose de plus ouvert, enfin, il semblerait. Oui, alors effectivement, et ça va aller dans le sens de ce qui a été dit avant. Aujourd'hui, effectivement, quand on évoque le mot handicap, il y a une représentation qui est clairement négative, en fait, très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que, au final, dans l'histoire de ce mot handicap et de l'intégration de cette notion au fil du temps, ce n'était pas du tout quelque chose de négatif, mais plutôt bien au contraire, on était plutôt dans quelque chose de très positif quand on parlait de handicap. Alors pour revenir à l'étymologie du mot handicap, sans doute certains d'entre vous connaissent et certaines cette étymologie, puisque handicap vient de hand in cap, la main dans le chapeau, donc ça vient d'une expression anglaise qui remonte au XVIe siècle. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et au départ, cette expression, elle était utilisée lorsqu'il y avait des trocs entre des personnes. Et l'idée, c'était de rétablir une égalité de valeur et une équité. C'est-à-dire qu'une personne qui recevait un objet d'une valeur supérieure à l'autre mettait une somme d'argent dans un chapeau pour rétablir l'équité. Donc, vous voyez, déjà au XVIe siècle, on était dans une notion de établir une égalité et une équité. Et c'était vraiment quelque chose de plutôt positif. 2 siècles plus tard, donc au XVIIIe siècle, le hand in cap est devenu un mot, en tout cas dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre, donc le handicap qu'on connaît aujourd'hui. Et là, il était utilisé dans le domaine sportif, et notamment dans les courses hippiques, où, là encore, l'idée était de dire qu'on allait imposer des difficultés supplémentaires aux meilleurs pour établir une égalité dans les chances de tous les concurrents. Donc vous voyez, on n'était pas du tout dans un aspect négatif, mais plutôt dans quelque chose de positif. Alors en France, puisque nous on est en France, comment ça se passe en France, ce mot de handicap ? Il est arrivé aux alentours, alors dans le dictionnaire français, de l'Académie française, il est arrivé en 1913, ce mot, et il a tout de suite été pris par les travailleurs sociaux et les associations à l'époque qui travaillaient avec les personnes qui étaient atteintes, à l'époque on disait d'infirmité ou d'incapacité. Et ce mot-là, il était tout à fait promotionnel en fait. C'était vraiment un terme positif et beaucoup moins réducteur. C'est comme ça qu'on l'entendait à l'époque, et notamment à partir des années 1950, beaucoup. Et donc on était sur quelque chose, vraiment une vision plutôt positive de ce handicap. Et au niveau juridique, puisque je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau, en termes du droit et de la loi, le terme de handicap, il est arrivé assez tardivement finalement dans le langage juridique, puisqu'on l'a vraiment entendu dans une loi en 1957 avec la loi sur les travailleurs handicapés, la première loi. Et après, surtout en 1975, le 30 juin 1975, c'était la grande loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1975 et 2005, qui était l'autre loi, la dernière, celle actuelle, qui régit en tout cas la politique du handicap? Et bien dans les années 80, il y a eu beaucoup de mouvements, des associations, de l'ONU, de l'OMS,
qui ont travaillé sur cette notion de handicap, qui trouvaient très réductrice à l'époque. Et il y avait un modèle tridimensionnel, on parlait de déficience, d'incapacité, de désavantage, on était sur 3 volets, qui est encore d'ailleurs valable aujourd'hui quand on regarde comment on étudie les droits au niveau de la MDPH, que vous devez connaître, la Maison départementale des personnes handicapées. Le guide barème des incapacités va s'étayer pour évaluer le taux d'incapacité sur ces 3 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, on est après tous ces travaux de l'ONU, de l'OMS, et notamment la classification internationale de 2001, justement, qui a défini aussi le handicap. Et la loi de 2005, elle reprend donc une définition juridique pour la première fois. C'est la première fois en 2005 qu'on a une vraie définition juridique du handicap. Cette définition, elle dit quoi ? Alors, je peux peut-être vous la lire parce qu'elle est très intéressante dans ces mots, en fait, cette définition. Je vais vous la lire rapidement. Elle dit « constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de la participation de la vie en société ». Donc ça, vous voyez qu'il y a vraiment cette notion de participation à la vie en société subie dans son environnement. Donc ça aussi, c'est très important. En raison d'une altération, alors là, il vous suit toutes les altérations, et vous avez introduit pour la première fois une altération physique, sensorielle, mentale, cognition psychique, polyhandicap ou trouble de santé invalidant. Alors en fait, en quoi elle est intéressante cette définition ? Parce que dans la notion même, elle va complètement détacher le handicap d'une vision très biomédicale. Et on va être sur un angle beaucoup plus social en disant que le handicap, il n'est pas dans une personne. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est handicapée en soi. C'est parce qu'une personne, elle est en interaction avec un environnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas suffisamment adapté par rapport à ses capacités. C'est là que se génère le handicap. Vous voyez ? Le handicap, il est au milieu de tout ça. Ce n'est pas dans la personne. Donc c'est plutôt une vision qui est très positive en réalité. Quand on dit ça, on dit ce n'est pas une personne qui elle-même est génératrice de son handicap, c'est vraiment cette interaction. Donc c'est en ça qu'on voit qu'il y a... et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que l'État, il est là, il doit compenser à la fois au niveau individuel évidemment, mais aussi au niveau collectif. Ça veut dire, on parlait de l'emploi tout à l'heure, ça veut dire qu'au niveau de l'emploi, ça veut dire qu'au niveau du bâti tout simplement, mais dans tout l'environnement, en principe, il y a un devoir de compensation. Et on voit que là, on est 17 ans après 2005, on est très loin, effectivement, d'avoir réussi à ça. Et quand on parlait d'invisibilité, en fait, pour les personnes, ce qu'on constate assez souvent, j'ai travaillé 15 ans, moi, avec des personnes atteintes de mucoviscidose, donc on était aussi très clairement dans cette notion de handicap invisible. Mais souvent, les gens, en tout cas, eux ne se reconnaissaient pas dans le terme handicap, parce qu'on a cette connotation très négative et très visible, alors qu'on sait qu'en réalité, le handicap, ça doit être 80% d'invisible, en fait, dans le handicap. Et on parlait de force et faiblesse, et effectivement, ça peut être vécu comme une force à plein de moments, parce que du coup, si on n'a pas envie de dire à notre employeur qu'on est malade, on ne le dit pas. Voilà, on ne le dit pas et on fait comme on peut pour que ça passe. Alors évidemment, on passe à côté potentiellement d'aménagement. Mais par contre, parfois, dans certaines situations, quand on veut faire valoir ses droits au titre du handicap, parce qu'il y a aussi ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne se reconnaît pas comme handicapé, mais parfois, on veut quand même obtenir certains droits parce qu'on est en difficulté pour accéder. Pour la carte d'invalidité, par exemple, ou la carte de priorité, ce qui est très drôle, c'est qu'une personne où vous voyez le handicap, elle n'a presque pas besoin de montrer sa carte finalement. Alors qu'une personne qui, elle, est en situation de handicap invisible, elle va souvent hésiter à montrer sa carte. Alors, si elle veut vraiment bénéficier de l'avantage de la carte, elle va devoir le faire, mais elle va hésiter parce qu'elle va se sentir en fait illégitime quelque part. Donc, je crois qu'il y a aussi une notion de légitimité quand on parle de l'invisible. Je remercie beaucoup Féreuse pour ces explications vraiment très très claires. Mais quand je vous écoutais, je me disais en fait l'invisibilisation du handicap, et puis je poserai la question tout de suite à Ronan. Est-ce que ce n'est pas le problème finalement de l'invisibilisation de la maladie ? On le rencontre beaucoup finalement. Chez nous, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, c'est très peu connu. Donc du coup, il faut quand même expliquer et donner 1000 explications pour expliquer ce que c'est que cette maladie, comment ça se
comment ça quel est le mécanisme, quels sont les symptômes et quel est le handicap lié justement à la maladie. Et puis en fait, le temps de dire tout ça, en fait, on a un peu la flemme, quoi, parce que ça finit par devenir une forme de justification. Et c'est vrai que la légitimité, la demande de légitimité, je pense qu'elle est forte. Et la reconnaissance finalement par la société de ces maladies chroniques invalidantes, la connaissance aussi, ça peut être aussi une forme d'avancée, à mon avis, sociétale super importante. Ronan, quand on te parle justement de handicap, toi, tu penses qu'elle définit ta situation ou... Maintenant, oui. À l'époque, non. Déjà, on parlait d'handicapé à l'époque. Aujourd'hui, on parle de situation de handicap, donc c'est complètement différent. Donc moi, au début, quand on m'a parlé de ça, j'ai envoyé bouler mon gastro. Déjà, il y a un médecin militaire qui m'a dit que je ne pouvais pas être militaire. Maintenant, on me disait que j'étais handicapé, mais j'étais ni en fauteuil, j'avais pas de canne blanche. Puis psychiquement, j'avais l'air de tenir la route. En tout cas, je correspondais à ce qu'on attendait du plus grand nombre, donc du tout. Je suis rentré dans la vie professionnelle, j'avais un boulot, alors c'est le hasard qui a fait que c'était juste à côté de l'hôpital, donc je pouvais faire mon traitement entre midi et 2, ça ne se voyait pas. Et le hasard a fait que dans mes missions, j'étais en prestation de service, j'ai travaillé pour un réseau qui s'appelle Cap Emploi, qui m'avait sollicité pour pouvoir remonter des informations sur les personnes en situation de handicap dans les entreprises de moins de 10 salariés, donc qui n'ont pas d'obligation d'emploi des personnes handicapées, mais qui en embauchent malgré tout. Là, j'ai commencé à regarder et je me suis plus ou moins senti concerné en me disant, en fait, j'ai peut-être intérêt à regarder de ce côté-là à titre perso. Non pas parce que j'estimais que j'avais un dû, parce qu'on m'avait fermé des portes, etc., mais c'était plus sur cet aspect, si demain la maladie évolue et que demain il y a des choses que je ne peux plus faire, je serais peut-être bien content d'avoir entamé cette démarche. Ça va faire 15 ans que je suis reconnu, donc vous voyez, j'ai mis 15 ans pour y arriver, ça ne m'a jamais fermé aucune porte. Ça m'en a certainement ouverte parce que j'ai fait le choix de le mettre sur mon CV, pas pour justifier des trous, parce que je n'ai pas de trous dans ma carrière, mais plus pour pouvoir m'assurer en fait que l'employeur que j'avais en face de moi était suffisamment mature, alors ça peut paraître prétentieux, mais suffisamment mature pour pouvoir m'accueillir dans ses effectifs. J'avais pas envie de bosser dans une boîte où c'était vraiment encore germinal au niveau de la perception qu'on pouvait avoir des conditions de travail, etc. J'en ai fait, je suis allé même aller un peu plus loin, parce que j'en ai fait mon boulot, j'étais responsable d'une mission handicap, etc., parce que j'étais convaincu que justement ce que je pouvais ressentir et le chemin que j'avais mis 15 ans à faire, j'étais peut-être pas le seul à être dans cette situation, il y avait aussi des personnes qui se privaient des mêmes choses. Alors malheureusement, ça fait 15 ans, et pas plus tard que la semaine dernière, c'est encore le constat que j'ai fait parmi mes collègues. J'ai aussi des personnes qui serrent les dents, prennent des congés pour pouvoir suivre leur traitement, etc., qui n'ont pas encore perçu que la reconnaissance de la situation de handicap, elle pouvait aussi les concerner. C'était un truc qui leur était envoyé à leur domicile, qu'elles pouvaient le faire valoir auprès de leur employeur, parce qu'il y avait encore tout un tas de fantasmes que la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que c'est une qualité, peut nous fermer des portes, parce que certains, j'ai entendu, ça va être envoyé à la préfecture, on va me supprimer mon permis de conduire, ça va être envoyé à la banque, sauf que la banque, elle n'a pas besoin de ça pour vous opposer une surassurance, voire vous opposer un refus pour un prêt bancaire, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut déconstruire, que je déconstruis aujourd'hui à ma propre échelle. Et après, c'est surtout de pouvoir accompagner les personnes en leur disant que la RQTH ne va pas changer leur vie du jour au lendemain. Par contre, au niveau boulot, ça peut peut-être permettre d'arrondir les angles ou tout au moins d'anticiper certaines difficultés. La RQTH, malheureusement, c'est entre 4 et 6 mois pour l'avoir. Quand on est dans une situation d'urgence parce qu'on a un traitement qui nous fatigue énormément, voilà, au moins si on a déjà la RQTH à sortir parce qu'on l'a déjà obtenu, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai mis 15 ans à l'avoir, donc je peux comprendre les difficultés que ça peut générer aussi en termes de perception. Oui, 15 ans à l'avoir parce que finalement, tu t'étais dit que ce n'était pas la peine que tu la demandes. Parce que je ne me sentais pas concerné, encore une fois, surtout. Je n'étais pas handicapé, moi j'étais sur mes deux jambes. J'étais sur mes deux jambes, je bossais, je faisais même plus d'heures qu'on me demandait, donc j'étais encore plus capable que les autres. C'était ma perception. Donc il y a une résistance propre des individus eux-mêmes à vouloir l'admettre à cause justement de cette représentation qu'on peut avoir du handicap. Moi, j'y vois finalement quelque chose de plus global. C'est comment, dans la société, auprès de son employeur, etc., mieux communiquer sur ces difficultés. C'est vrai que le label, en tout cas la RQTH, fait que finalement on joue le jeu franco, mais du coup on voit effectivement plein de personnes totalement isolées par manque de communication sur cette maladie.
En fait, Élodie Jacquelet, vous ne pensez pas qu'on est finalement dans quelque chose qui est plus global de comment mieux communiquer sur ces difficultés auprès des gens qui nous entourent? Si, c'est sûrement beaucoup plus global et en même temps là aussi très complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux. Alors évidemment, il y a le niveau de l'information, vous le disiez, hein, ce sont des maladies qui probablement sont peu et mal connues, donc ça c'est une étape, mais malheureusement je pense que ça ne suffit pas, ou en tout cas que ça ne suffit pas toujours. En tout cas, comme ça n'est pas visible, pour que ça existe, il faut en parler. Et s'il n'y a pas de récit, s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a pas de communication autour de ça, les autres continuent à ne pas le voir, donc ça n'existe pas pour eux. Après, vous le dites très bien, c'est tout un chemin, et puis chacun son chemin, et j'imagine que le chemin de l'un n'est pas forcément celui de l'autre, et que ça vient aussi toucher au rapport de chacun à sa maladie, au rapport de chacun, alors qui est plus ou moins, j'imagine, difficile, plus ou moins traumatique. Vous dites, hein, il m'a fallu 15 ans pour me sentir concernée. Il y a eu tout un parcours jusque-là, et ça interagit aussi avec la possibilité de communiquer, en tout cas au niveau individuel, et vous dites bien, il y a des moments où ça m'a arrangé de ne pas avoir à en parler. Donc c'est un vrai défi. Après, moi, je crois que, mais c'est pas pour ça que les solutions sont faciles, mais quand on communique sur ces sujets-là, il faut essayer de trouver un peu ce que nous on appelle des points d'identification, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ce que vous racontez de ce qui vous arrive, c'est pas totalement étranger à l'autre, parce que ça va parler aux autres, alors parce que ça va leur faire penser à une situation qu'eux-mêmes ont vécue, même si c'est pas de l'ordre du handicap ou de la maladie, ou en tout cas trouver des petits points de connexion, pour pas que ça reste un pur discours, une pure information, parce que sinon je crois que ça ne s'inscrit pas en fait. Sinon on risque de s'arrêter à l'information, ou pour qu'il y ait un vrai partage et une petite accroche, voilà, il faut trouver des points, des éléments qui vont parler aux interlocuteurs et puis les rendre sensibles, mais vraiment hein, sensibles au sens fort du terme, sensibles au sujet, quoi. Ferreuse, en quelques mots, puisque après on va laisser un petit peu la parole à la salle, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une définition un peu plus large qu'on pourrait, ou une acceptation, enfin en tout cas au lieu de handicap ou de RQTH, on pourrait dire RQT malade chronique. Est-ce qu'au lieu du mot handicap, on ne pourrait pas dire malade chronique, pour que justement les gens se sentent plus concernés, demandent leurs droits à compenser finalement ces situations de handicap? Alors là, je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir en fait avec les différentes personnes concernées, parce que effectivement, est-ce que ça veut dire qu'on va laisser le terme handicap ou handicap moteur? Est-ce qu'on va le laisser au handicap sensoriel? C'est complexe. On voit de plus en plus qu'on se dirige vers le terme aussi d'autonomie. Vous voyez, on est maintenant... on attendait une loi autonomie qui était censée du coup intégrer à la fois la question du handicap, la question de la dépendance, etc., quelque chose de beaucoup plus large. On voit qu'on a une 5e branche autonomie qui s'est créée avec la Caisse nationale Solidarité Autonomie. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de solution toute trouvée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'évolution, déjà, si, alors moi je parle vraiment sur l'aspect plutôt du droit, l'aspect social, si déjà on mettait en œuvre ce qui est réellement prévu par la loi déjà de 2005, c'est-à-dire une vraie compensation réelle, déjà ça faciliterait beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a une vraie problématique, c'est que cette compensation, elle n'existe pas réellement. Si on s'appuie sur les capacités effectivement des personnes, parce qu'on évalue encore, et c'est ça qui est très paradoxal, y compris dans la loi de 2005, qui était sur la promotion, la compensation, que le handicap, c'est une situation, c'est pas une personne, mais en même temps, elle évalue le taux d'incapacité en fonction d'un vieux modèle, qui est le modèle de Wood du début des années 80. Donc on voit qu'il y a aussi des paradoxes, y compris dans la loi et dans la façon d'appréhender les choses. Et quand on parle d'invisibilité, moi je reviens sur ce qui a été dit, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on a beau le dire, quand c'est invisible, ça a du mal à être intégré par la personne en face. C'est nié, hein. Tout à l'heure, on donnait l'exemple de personnel, de professeurs qui étaient au courant d'une pathologie,
mais comme ça ne se voit pas, c'est nié en fait, cette pathologie. Et c'est vrai aussi dans ce qui se passe, moi je pense notamment aux malades chroniques particulièrement, aux handicaps aussi, mais beaucoup les malades chroniques ont beaucoup aussi de reste à charge que nous on appelle invisible. Ça va avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance du handicap invisible, mais il n'y a pas forcément de reconnaissance de la situation réelle et de ces restes à charge invisibles. Donc nous, déjà, ce qu'on aimerait, on parlait aussi de la nécessité, par exemple, d'avoir de se soigner pendant un temps de travail. On aimerait qu'il y ait une indemnisation de ces absences pour soins, prendre en compte la réalité de la situation et comprendre que ça n'empêche pas qu'une personne elle puisse quand même mener une activité professionnelle tout à fait correctement avec toutes ses capacités et qu'on prenne en compte aussi sa réalité et tous ces restes à charge-là qui ne sont comptabilisés dans aucun compte social. Quand on nous parle souvent de le reste à charge en France, c'est le plus bas, mais on ne compte pas tout, loin de là. Et tout ça, en fait, on est malade, chronique, on est dans une situation de handicap invisible, mais en fait, il y a plein de choses à côté qui sont invisibles. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est ouvert. Je pense qu'il n'y a pas forcément de solution toute trouvée, mais en tout cas, ça nécessite encore que les associations, notamment, se mobilisent beaucoup sur tous ces sujets, pour que, ensemble, on arrive en tout cas à des situations plus satisfaisantes. Mais au moins, je dirais déjà, mettons au moins déjà en œuvre ce qui existe dans le droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, parfait. Moi, je trouve ça très très clair et merci beaucoup de vos interventions. On va tout de suite prendre des questions dans la salle ou même des témoignages, des réactions. On vous écoute ici. Alors, où sont les micros ou Alors, les micros, je sais qu'ils sont par là, mais c'est bon ? Ici, il y en a, oui. Ok, donc il y a une... Ah ben, il y a quelqu'un en rose là qu'il faudrait témoigner. Bonjour à tous, merci pour vos apports. J'ai une question, alors je vise personne en particulier, je voudrais vos retours. Je vais faire le lien entre ce que Ronan a dit et Madame Aziza. Ronan a témoigné sur le fait qu'en fait il avait beaucoup plus travaillé, compensé en fait par rapport à ce que Madame Aziza disait, c'est-à-dire qu'en fait à la base on compense les difficultés pour la personne non handicapée pour avantager le handicap, si je reprends les propos de tout à l'heure. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse aussi par rapport à mon vécu, et je pense le vécu de nombreuses personnes, c'est-à-dire que pour arriver au stade et pas masquer notre handicap, le compenser, on travaille plus. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je suis claire ? Oui. Je ne sais pas si c'est à moi que s'adresse la question. Vous pouvez tous essayer de répondre à ça, mais je trouve que c'est plutôt assez pertinent comme question, non ? Oui, alors je pense que c'est une réalité. Je pense que beaucoup de personnes en fait qui sont ou en situation de handicap et qui en fait ont un regard négatif de l'autre vont se légitimer dans leur capacité et aller bien au-delà des autres, souvent. Alors on le voit dans plein de types de handicaps très différents d'ailleurs, avec parfois des acharnés du travail, quitte à parfois mettre un petit peu en danger sa santé et en tout cas à s'épuiser. Donc je pense que c'est une réalité parce que ça renvoie, j'imagine, à la personne le regard négatif de la société et de prouver que finalement on est au moins autant capable, voire plus capable que les autres, ce qui est en plus individuellement qui peut tout à fait être le cas. Donc je crois que c'est une vraie réalité. Tu veux réagir là-dessus, Renan ? Oui, de dire qu'effectivement, quand on nous ferme des portes, on a envie de montrer qu'on est encore plus capable, histoire de faire un peu un pied de nez. Donc ça fait partie aussi du parcours d'acceptation. Après, moi là, je vais prendre plus ma casquette de recruteur. C'est fait partie aussi des avantages des personnes qui ont aussi ce type de pathologie. C'est des personnes qui ne vont pas s'arrêter quand elles ont 37,5. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'argument que je me mettais aussi en avant quand j'étais en position de chercher un job. Et je peux aussi le constater. Maintenant, après, je ne peux pas le généraliser. Voilà, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais effectivement, quand on a une personne qui a un certain vécu, etc., qui a galéré pour arriver là où elle en est, il y a aussi, elle a développé une certaine résistance, une certaine force de caractère qui est aussi intéressante. Enfin, après, je suis désolé s'il y en a dans la salle, mais moi, je préfère recruter ce type de profil-là qu'un motard, par exemple, surtout en région parisienne. Parce que je sais qu'en termes de fiabilité, en termes d'absentéisme, etc., la personne, elle pourra me prévenir parce qu'elle connaît sa maladie, elle sait où elle en est, etc. On a des traitements aujourd'hui qui nous permettent quand même de pouvoir assurer un quotidien quasi normal. Le mec en moto, s'il se plante, je risque de pas le voir pendant 6 mois. Et moi, en tant qu'employeur, ça peut me mettre en difficulté. Donc,
Voilà, c'est aussi des... Je suis désolé. On peut être atteint d'une maladie de Crohn et motard aussi. Donc oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des... faut se survendre en général quand on est dans une position de recruteur, etc. Et là, effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, alors qu'on soit dans une phase de colère, de déni, peu importe, etc., ça fait aussi partie de notre parcours de se dire à un moment donné qu'on est capable, contrairement à ce que tout le monde nous dit. Bien sûr. Il y avait une question là-haut? Il y en avait aussi une en bas, j'ai l'impression. Alors, on y va, ouais. Déjà, merci pour cette table ronde très intéressante. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Madame Jacquelet. Il faut en parler, trouver des points d'identification que les autres ont vécu. Le problème, c'est que c'est des maladies intestinales. Donc, quel point d'identification on pourrait donner, notamment à des collègues, parce que c'est pour leur dire, en fait, quand vous avez la diarrhée, moi, j'ai ça tout le temps. C'est un peu compliqué. Ça s'adresse à l'ensemble du panel. Merci. Oui, alors je me suis peut-être pas tout à fait bien exprimée, enfin pas assez précisément. Quand je parlais de points d'identification, je pensais pas nécessairement à des choses, enfin à des choses très précises qui concernent la maladie, qui justement, comme vous le dites, est peu connue, est assez rare. Donc c'est toute la difficulté. Comment à un moment donné on peut toucher l'interlocuteur avec alors des points d'identification, des points de comparaison, mais ça c'est vraiment du cas par cas, hein, mais ça peut être ça peut être quelque chose qui n'a pas de lien direct avec la maladie, mais qui permet de se rencontrer sur une difficulté. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui, pour de toute autre raison, doit s'absenter régulièrement de son travail, hein, pour des raisons, et que ça met très en difficulté, même si c'est pour des raisons qui sont très différentes des vôtres qui êtes malade. Enfin, vous voyez, c'est pas nécessairement en lien avec votre maladie. Ça, c'est même probablement quasiment impossible dans tout un tas de situations. Mais qu'est-ce qui fait à un moment que ça peut ne pas rester totalement étranger à vos interlocuteurs? Enfin, peut-être que vous avez des exemples en situation de recrutement. Qu'est-ce qui fait à un moment que oui, ça devient, voilà, c'est sensible, et puis l'autre ne reste pas complètement étranger ou indifférent parce que ça lui parle, mais un peu dans ses tripes. Mais ça peut être des vécus qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui à un moment donné se rencontrent. Ce qu'il y a, c'est quand on se présente face à un recruteur ou un employeur et qu'on commence à lui dire qu'on est malade, tout de suite on va lui faire peur, parce qu'on va lui renvoyer l'objet de la personne qui va être absente, etc. À partir du moment où on arrive à compenser en disant, voilà, je risque d'avoir de la fatigue par moment, mais pas plus qu'un parent, qu'un enfant qui fait des dents, par exemple. Enfin, ce genre de sujet, c'est de rassurer aussi la personne qu'on a face à soi. Que ce soit les douleurs articulaires, etc. C'est de dire qu'il y a des choses à un moment donné qu'on ne va pas pouvoir faire, qu'on pourra le compenser, qu'on pourra le prévenir. Aujourd'hui, il y a des formes de télétravail. Alors, je suis pas là pour vendre le télétravail comme la solution, mais ça peut être une solution temporaire dans certaines situations quand on a un job qui le permet aussi. C'est vraiment de rassurer la personne, c'est effectivement, comme on le disait, c'est de toucher sur quelque chose qui va être facilement identifiable, envisageable pour lui dans son quotidien, dans les conditions de travail que lui propose. Moi, je me rappelle sur le premier job que j'ai eu, quand on m'a dit, voilà, vous aurez beaucoup de déplacements, il y aura beaucoup de voitures. Première chose que j'imaginais, c'est je ferai tous les déplacements en autoroute, parce que je sais qu'en autoroute, il y a des toilettes à peu près sur des kilomètres assez réguliers. C'est comme ça que je le ferai, ça n'a pas du tout posé de problème, et puis je m'organisais en fonction. Ok, on va prendre une question encore, et puis je crois qu'on va devoir arrêter. Allez-y, mademoiselle. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux employeurs. Est-ce que AFA, parce qu'on parle d'AFA aujourd'hui, intervient auprès d'employeurs de travailleurs handicapés? Pour ma part, je suis embauchée par Andea. Et j'ai eu une question sur est-ce que j'ai besoin d'aménagement. Moi, à part avoir des toilettes à proximité, je n'ai pas besoin de plus. Et j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent à cette question et qu'après, ils ne sont pas sensibilisés à une fatigue chronique ou à des absences pour des rendez-vous, des analyses ou quoi que ce soit. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous faites ce genre de choses ou pas du tout? Alors, je pourrais vous répondre, mais comme j'ai en face de moi la spécialiste travail, qui est là juste là, et dont c'est le travail à l'AFA, la mission à l'AFA, de pouvoir justement essayer de développer un certain nombre d'aspects liés à la vie au travail avec une Mickey. Marie-Hélène Ravel, je te laisse répondre. Vis-à-vis des employeurs, ça peut nous arriver d'intervenir
On fait de temps en temps des courriers à certains employeurs quand on est sollicité par des adhérents qui sont dans des situations difficiles, et on intervient en particulier lorsqu'on a l'impression que l'employeur ne comprend pas la situation, ne fait pas preuve d'un minimum de bienveillance ou de compréhension, voire s'engage dans une situation où la loi ne serait pas respectée. Donc on fait des courriers. Après, sur la question des aménagements, je crois que pour moi, toute situation est un peu particulière. Donc chaque personne a ses propres limites, chaque poste de travail a ses propres contraintes. Et donc je pense qu'il faut que ça se discute. Il peut y avoir un manque d'idées de l'employeur parce qu'il ne réalise pas, il ne se rend pas bien compte de ce qui est possible ou de ce qui est souhaitable ou de ce qui ferait du bien à la personne. Donc je crois que c'est aussi à chacun de réfléchir à ce dont il a besoin dans sa situation professionnelle et de ne pas hésiter à engager le dialogue avec l'employeur sur les dispositions qui pourraient être mises en place pour faciliter les choses. Dispositions qui ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre. Chacun a ses difficultés, ses symptômes, ses besoins. Et voilà ce que je peux vous dire. Et juste peut-être pour compléter, pour dire que je suis à votre disposition tous les mercredis après-midi au téléphone. Donc si vous avez envie de rediscuter de votre situation particulière, de manière très individuelle, en toute discrétion, mais aussi avec un peu plus de temps qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à m'appeler donc les mercredis après-midi. Et par mail aussi. Alors là, c'est tout le temps, jour et nuit, 7 jours sur 7, quand vous voulez. Merci Marie-Hélène. Est-ce que je peux te demander de passer le micro à Corinne DeVos ou quelqu'un avait une question? C'est juste une seconde, parce qu'il y a juste un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot tabou. Et en fait, c'est vrai que la difficulté aussi de ce handicap des Mickey, c'est non seulement de parler du handicap, mais de parler du tabou des intestins. Voilà, ça n'appelle pas forcément une réponse puisqu'on n'a plus le temps, mais je crois que c'est quand même important de le signaler. C'est effectivement une bonne remarque. On va devoir clôturer. Ronan, un dernier mot? Juste très vite pour compléter pour la partie, il y a l'employeur qui est l'interlocuteur, mais il y en a un qu'il ne faut pas oublier également, et c'est plus son job aussi, c'est le médecin du travail. Je sais qu'en fonction des situations, on n'en a pas forcément toujours, il faut être en poste pour en avoir un, mais l'interlocuteur pour les aménagements de poste qu'il faut que vous alliez voir, c'est le médecin du travail et le service de santé, qui souvent sont associés derrière avec des psychologues, avec des ergonomes, etc. Ça va être lui l'interlocuteur qui va aussi vous permettre de pouvoir, avec votre employeur, trouver des solutions. Écoutez, merci beaucoup. Je remercie énormément Ronan, Élodie, Ferreuse. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait cette table ronde,